J'ai laissé tomber la tasse, non pas qu'elle m'ait glissé des mains, mais parce que mon esprit s'était égaré. Elle était là, chaude et pleine, sur l'étagère du couloir alors que je m'étais arrêté à mi-chemin entre la chambre et la cuisine, sa voix fendant l'air comme un couteau dans du lin. Le plancher du couloir a craqué sous mes pieds, mais aucun d'eux ne l'a entendu. Ils étaient trop absorbés par leur représentation. Il est ennuyeux maintenant. Prévisible, a-t-elle dit. Sa voix avait cette cruauté désinvolte, celle qu'elle utilisait quand elle essayait de donner l'impression de ne pas faire d'efforts. Il faut juste que je sois gentil encore un peu. Une fois les papiers signés, j'aurai tout. Une autre voix Harry, grave, masculine, confiante comme seul un homme peut l'être. Quand il pense gagner quelque chose qui ne lui a jamais appartenu, il ne le verra jamais venir. Le silence qui suivit fut pire que tout ce qu'ils auraient pu dire. Il me confirmait qu'ils le pensaient. Pas de chute, pas d'hésitation, juste deux personnes partageant un plan qui reposait sur le fait que je reste aveugle, fatigué et confiant. Ils ne savaient pas que j'étais à 3 mètres de là. Si vous écoutez encore et que tout ceci vous semble inconfortablement familier, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. La plupart des gens écoutent en silence, mais ce simple clic indique à l'équipe que ces histoires comptent. La mallette dans ma main me parut soudain plus lourde. Elle contenait les papiers du divorce signés, ma signature datée et nette, prête pour le créneau de dépôt que j'avais prévu avec Elisa cet après-midi. Jusqu'à il y a 5 secondes, j'avais été prêt à partir tranquillement. Pas de drame, pas d'accusation, juste une fin. Mais maintenant, j'avais quelque chose de mieux qu'une rupture nette. J'avais la vérité, et la vérité change tout. Je suis retourné dans le couloir, refaisant mes pas comme un homme se remémorant un mot de passe dont il ne pensait plus jamais avoir besoin. Le plafonnier grésillait. Quelque part dehors, un souffleur de feuilles s'est mis en marche. À l'intérieur, je construisais mon propre silence. Celui qui ne seront pas avant d'être prêts à se briser comme du verre. Je suis passé devant la photo encadrée de notre voyage d'anniversaire à Portland. Le mont Hood en arrière-plan, sa main posée sur ma poitrine. J'avais payé pour ce voyage, pour le surclassement au spa, pour la bague qu'elle avait insisté pour faire ajuster parce que ses doigts avaient changé. Tout dans cette maison portait ma signature. Et maintenant, je savais qu'ils espéraient que je laisse tout derrière moi. Dans la cuisine, il parlait encore. Sa voix, maintenant narquoise, parlant de tout intégrer dans la SARL. La sienne, plus basse. Il nous faut juste quelques semaines de plus. Il traîne des pieds, mais je peux le pousser un peu. Je me suis arrêté à la porte du bureau, les refermé derrière moi, me suis assis, j'ai ouvert le tiroir de gauche et j'ai sorti le dossier que j'avais étiqueté « Contingence ». À l'intérieur, des numéros de compte, des copies du contrat de mariage, les documents d'enregistrement de l'entreprise, l'acte de transfert de propriété original avant que nous mettions la maison à nos deux noms. Le disque dur de sauvegarde était toujours là. Tout comme la clé USB que j'avais oublié avoir chiffrée avec mon avocat il y a 2 ans, lors d'une brève alerte de santé qui m'avait fait me demander si elle s'en sortirait sans moi. Elle s'en serait bien trop bien sortie. Le voyant de l'imprimante clignotait, niveau de toner bas. J'ai remplacé la cartouche depuis le placard à fourniture, sans un mot. J'ai réglé le scanner sur PDF, appuyé sur démarrer, et regardé page après page s'alimenter dans le bac, calme comme un bibliothécaire archivant des plans de guerre. Une latte de plancher a de nouveau craqué. Les rires de la cuisine se sont estompés pour laisser place au tintement d'un verre de vin. 11h47. J'envoie un SMS d'une seule ligne à Elisa. Ne dépose rien pour l'instant. On doit se parler en personne. Pas de point d'exclamation, pas de panique, juste un pouls qui commence à battre sous la glace. Ma femme a un jour dit à une amie qu'elle m'avait épousé parce que j'étais stable, sûr. Le genre d'homme qui constitue une bonne fondation. Je me souviens de cette phrase parce qu'elle l'avait dite comme si c'était un compliment, mais les gens oublient. Une fondation ne bouge pas, mais elle soutient tout. Et quand on essaie de construire quelque chose de sale par-dessus, elle a toujours le pouvoir de tout faire s'effondrer. Dans la pièce d'à côté, elle a porté un toast. Je n'ai pas pu distinguer les mots. Pas besoin. Qu'elle me croit ennuyeux, qu'elle croit que je ne le verrai jamais venir. Je n'ai pas claqué le tiroir. Ça aurait été trop bruyant, trop définitif. Je l'ai fermé comme si je scellais une capsule temporelle, une que je déterrerai quand je serai prêt à la brûler. La fenêtre du bureau donnait sur les azalées des voisins,
d'un rose vif à cette période de l'année. J'avais l'habitude de tailler les nôtres avec soin chaque printemps. Cette année, elles avaient poussé à l'état sauvage, rampant au-delà de la bordure en pierre comme si elles ne reconnaissaient plus la forme d'un foyer. Moi non plus. Je me suis tourné vers le bureau et j'ai ouvert le gestionnaire de mots de passe. Les comptes joints d'abord. Les soldes semblaient familiers, mais seulement si on n'y prêtait pas attention. Elle déplaçait de petites sommes depuis peu, arrondissant toujours le solde visible vers le bas, transférant toujours pour les courses ou pour couvrir des acomptes. J'ai commencé une nouvelle feuille de calcul et j'ai consigné chaque changement des 6 derniers mois. Puis l'acte de propriété. Elle n'avait jamais aimé que je l'ai gardé à mon nom après la rénovation. Je l'avais ajouté plus tard pour des raisons fiscales, du moins c'est ce qu'elle pensait. Elle ne connaissait pas l'existence du dépôt secondaire qui réattribuait le droit de survie à ma fiducie familiale en cas de rupture de contrat. Je l'avais enterré sous un jargon qu'elle appelait « du charabia de vieux juriste ». Ce charabia était sur le point de prendre toute son importance. J'ai ouvert le contrat de mariage. Clause 12. En cas de fausse déclaration intentionnelle par l'une ou l'autre des parties concernant la répartition des actifs, la partie lésée peut, à sa discrétion, engager un arbitrage exécutoire sans négociation préalable. Sa signature se trouvait juste au-dessus de la clause. Daté, notarié, intact. Puis j'ai envoyé un message à Elisa. Court, froid. Besoin de te parler en personne. Urgent. Elle a répondu en moins de 4 minutes. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que ce que j'avais entendu dans le couloir n'était pas seulement de la trahison. C'était de la stratégie. Elle n'avait pas l'air d'avoir le cœur brisé. Elle avait l'air de réciter un texte. Cette phrase, une fois les papiers signés, j'aurai tout, n'était pas émotionnelle. Elle était opérationnelle. Et moi, je venais de devenir son dernier obstacle. Elle pensait toujours que c'était à moi de déposer la demande de divorce, que j'étais celui qui cherchait à prendre ses distances, que j'étais l'imbécile prêt à partir en lui tenant la porte. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai fermé les yeux un instant, laissant le silence m'envelopper, ce genre de silence qu'on n'obtient que juste avant un orage, quand tout retient son souffle. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois c'était la banque. Une alerte. Nouvelle connexion depuis un appareil inconnu. Tentative d'accès à notre compte de retraite joint. Je l'ai gelé. Pas un mot. Juste 3 clics. Accès refusé. Sa main était déjà en mouvement. Je le sentais maintenant. Pas seulement la trahison, mais son tempo. Comme un morceau de piano joué avec trop d'assurance. Elle pensait que j'avais déjà perdu tout intérêt, que je n'écoutais pas, que mon silence signifiait ma reddition. Ce n'était pas le cas. J'ai cliqué sur mes sauvegardes cloud, téléchargé les journaux d'appel, extrait tous les PDF de ces derniers transferts financiers. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle était plus maligne que ça, mais même les gens malins font des erreurs quand ils pensent que l'autre partie ne regarde pas. J'ai finalement appelé Elisa. Elle a décroché à la première sonnerie. Toujours d'accord pour déposer aujourd'hui, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. On attend. Et Elisa? Oui. Commence à rassembler tous ceux qui portent son nom. Je veux des yeux sur tout. Entreprise, biens immobiliers, comptes secondaires, tout ce qu'elle a touché depuis mars. Elle a marqué une pause. Tu penses qu'elle a agi plus tôt que prévu? Je pense qu'elle compte sur le fait que je suis fatigué. J'ai pu entendre son sourire à l'autre bout du fil. Faisons en sorte qu'elle le regrette. Après l'appel, je suis retourné dans le salon comme si rien n'avait changé. Le couloir sentait encore légèrement son parfum. La cuisine gardait l'écho d'un rire que je ne pouvais plus désentendre. Elle n'était plus là. Probablement en train de promener le chien, au yoga, ou de retrouver Tran pour un café et d'autres tactiques chuchotées. L'important, c'est qu'elle pensait que le plan était toujours le sien. Qu'elle le croie. Je n'avais aucune intention de l'arrêter pour l'instant. Parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire n'est pas de crier, de se battre ou de claquer une porte. C'est d'écouter, d'attendre, d'apprendre la forme du piège avant de le retourner. Et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Le café était trop chaud, mais je l'ai bu quand même. Il m'a permis de garder la main ferme pendant qu'Elisa parcourait le dossier que j'avais apporté.
Chaque page était marquée, surlignée, étiquetée. Elle ne s'est pas pressée. Elle ne le faisait jamais. C'est pour ça que je lui faisais confiance. Vous êtes mieux protégé que la plupart des gens, a-t-elle finalement dit, tapotant une section du contrat de mariage avec son ongle. La clause 12 est la colonne vertébrale. Elle n'obtient que ce que vous permettez, ce qui, pour l'instant, est proche de rien. J'ai fixé la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Et si elle pense que je vais me laisser faire de toute façon? Si elle parie que je voudrais juste en finir? Le sourire d'Elisa était petit, dangereux. J'ai attendu un instant, puis je lui ai donné le reste. Je lui ai parlé du couloir, du haut-parleur, de la voix que je ne reconnaissais pas, et de la phrase que je ne pouvais pas désentendre. Il ne le verra jamais venir. Elisa n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise, les bras nonchalamment croisés. Vous voulez la provoquer, a-t-elle dit. Laissez-la croire que ça marche. Laissez-la s'enfoncer davantage. Elle le fait déjà. Et je veux savoir qui était l'homme à l'autre bout de cet appel. Je veux son nom, son parcours, son lien avec elle, tout. Ses yeux se sont légèrement plissés. La version d'un sourcil levé d'une avocate. Vous ne vous contentez plus de déposer une demande de divorce. Non, ai-je dit. Je ferme des portes. Silencieuse, elle a hoché la tête. Donnez-moi quelques heures. J'ai quitté son bureau et j'ai pris le long chemin pour retourner à la voiture. Je suis passé devant la fontaine dont elle se moquait toujours, disant qu'elle ressemblait à un pot de vin pour le palais de justice. Le ciel était de ce genre de gris qui promet la pluie mais ne tient jamais parole. À l'intérieur du SUV, je suis resté assis une minute, moteur éteint. J'ai regardé les gens passer, vivant des vies épargnées par la trahison. Autrefois, j'enviais les gens qui avaient tout compris. Maintenant, je savais mieux. La vie calme de chacun n'était qu'à quelques conversations de l'effondrement. 2 heures plus tard, le message est arrivé. Sujet, Tran Ellis. Le corps du message était court, clinique, terrifiant de précision. Récemment licencié de Price incline après un signalement de lanceur d'alerte. Il n'était pas le lanceur d'alerte. Il en était la raison. 3 enquêtes internes, rien n'a tenu. Il a disparu de Debo, changé d'adresse 6 fois en 3 ans, a fait faillite, puis a lancé une SARL de conseil le mois dernier. TNR Advisory. Devinez quel email est listé comme contact principal? Il y avait une capture d'écran. L'email de ma femme, en gras, centré. Elle n'avait même pas utilisé un compte jetable. J'ai rappelé Elisa. Ce n'est pas juste une amourette, ai-je dit. Non, a-t-elle confirmé. C'est son partenaire. J'ai fermé les yeux un instant, puis j'ai ouvert la console centrale, sorti un bloc-notes, écrit son nom en haut, et les souligné une fois. Jusqu'où peuvent-ils aller, ai-je demandé doucement. Avant que ça ne devienne criminel. Elisa n'a pas hésité. Ils y sont déjà. S'ils déposent quoi que ce soit en utilisant l'enregistrement de votre entreprise sans autorisation, c'est de la fraude électronique. S'ils déplacent des actifs, c'est une association de malfaiteurs, une tentative de détournement de fonds, peut-être une usurpation d'identité. Et si j'attends? Point alors le schéma s'écrit de lui-même. Vous n'aurez pas besoin de l'accuser de quoi que ce soit. Les preuves le feront. De retour à la maison, elle était dans la véranda, ordinateur portable ouvert, tapant avec ce froncement de sourcils concentré qu'elle arborait lorsqu'elle faisait semblant de faire quelque chose de sérieux. Elle a levé les yeux et a souri. Salut, a-t-elle dit. Comment s'est passée la réunion? Productive. Elle a refermé l'ordinateur à moitié, un peu trop vite. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Mieux que prévu. Elle pensait que je parlais du divorce. Elle pensait qu'elle était en train de gagner. Et pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, je me suis permis de lui sourire en retour. Pas un grand sourire, juste assez. Parce que maintenant, je ne faisais plus que réagir. J'observais. Et elle était déjà à mi-chemin dans le piège qu'elle croyait être le mien. J'ai laissé l'acte de propriété de la maison sur mon bureau tard mardi matin, attaché avec un trombone à une impression qui ressemblait à un relevé hypothécaire de routine. La page de titre était juste assez exposée, nos noms toujours ensemble en haut. Elle est passée devant 3 fois ce jour-là, sans s'arrêter une seule fois.
Je l'ai surprise à me regarder différemment, cependant, avec un espoir prudent, comme si elle pensait que mes épaules s'étaient juste assez affaissées pour signaler ma reddition, comme si j'avais accepté mon sort de paria, celui qui facilite les formalités en échange de sa dignité. Cet après-midi-là, alors que nous faisions tous les deux semblant de lire dans le salon, moi avec un bloc-notes juridique, elle avec un article sur les routines de bien-être, j'ai poussé un long soupir et j'ai dit, une fois que ce sera finalisé, tu seras libre. Elle a levé les yeux rapidement, le regard alerte, puis doux. J'espère que nous pourrons rester respectueux dans tout ça, a-t-elle dit. Je ne veux pas me battre. J'ai hoché la tête comme si c'était douloureux à entendre, mais que j'essayais de m'élever au-dessus de ça. Moi non plus. Elle m'a offert du thé le lendemain matin, pour la première fois depuis des mois. Elle a dit qu'elle appréciait que je gère les choses si calmement. Je lui ai dit doucement que je ne voulais pas être le genre d'homme qui rend les fins plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Elle a souri, a touché ma main, et s'est engouffrée dans l'histoire qu'elle s'écrivait pour elle-même. Elle n'a pas vu l'enveloppe sur l'imprimante, scellée, notariée, horodatée de la veille. À l'intérieur, un accord de transfert déplaçant notre propriété principale, cette maison, celle qu'elle prévoyait d'utiliser comme levier, dans une fiducie privée que je contrôlais. Elle n'avait pas lu le contrat de mariage depuis des années. Elle ne se souviendrait pas de la clause qui me donnait ce droit. Si l'intention de se séparer était démontrée par l'une ou l'autre des parties sous forme verbale ou écrite, ou elle l'a démontrée lors de l'appel. Le document de la fiducie utilisait le langage déclencheur, juridiquement contraignant, déjà déposé. Quant à notre compte joint, elle déplaçait des fonds avec précaution depuis des mois, pensant que je ne le remarquerais pas. Je l'ai laissé faire, j'ai laissé le schéma se former. Puis cette semaine, j'ai redirigé le compte lui-même. Pas fermé, pas gelé, juste restructuré, légalement détaché de son point d'accès, acheminé via une nouvelle entité avec mon entreprise comme encre. Elle ne le saurait pas avant d'essayer de déplacer quelque chose de plus gros. À ce moment-là, le système m'avertirait instantanément. Jeudi, elle a laissé un mot près de la cafetière. Pouvons-nous parler ce week-end de la logistique? J'ai répondu, bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. Laissez-la penser qu'elle menait la barque. Laissez-la croire que j'étais reconnaissant qu'elle ne soit pas cruelle. Chaque fois que je la regardais, je le voyais maintenant. Le calcul derrière la gentillesse, les pauses qu'elle pensait que je ne pouvais pas lire, le changement de ton quand elle demandait si j'avais besoin d'aide avec les finances, la façon dont elle se penchait quand j'avais l'air fatigué, comme si elle essayait de me soutirer une phrase vulnérable de plus. Elle jouait la comédie, alors j'ai joué mieux. J'ai offert de lui transférer quelques résumés financiers, j'ai laissé une feuille de calcul ouverte sur la table de la salle à manger avec 3 onglets commodément étiquetés, mais ne contenant rien de réel. Je l'ai remarqué y jeter un coup d'œil 2 fois. Elle n'a pas posé de questions. Elle pensait qu'elle attendrait. Me laisserait ouvrir la porte moi-même. Mais la porte était déjà verrouillée de mon côté. Elle n'avait pas beaucoup changé de comportement. Elle n'en avait pas besoin. Elle croyait toujours que l'ancienne version de moi se tenait là, blessée, lasse, résignée. Elle n'avait aucune idée que cette version était morte au moment où j'ai entendu sa voix derrière cette porte de cuisine. Vendredi soir, elle a ouvert une bouteille de vin et nous a servi un verre à tous les deux. À la page qui se tourne, a-t-elle dit. J'ai levé mon verre et l'ai légèrement entrechoqué avec le sien. À la lucidité, ai-je répondu, et j'ai bu chaque goutte. Qu'elle me croit encore en train d'avaler le mensonge. J'ai fait ma valise lentement, méthodiquement, comme si le choix de la chemise avait vraiment de l'importance. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte de notre chambre, les bras croisés, essayant d'avoir l'air désinvolte. Voyage d'affaires, hein? Où ça? Houston, ai-je dit. Quelques clients ont besoin d'un soutien sur place. Juste 3 jours. Elle a hoché la tête comme si elle me croyait, ou comme si elle voulait que je croie qu'elle me croyait. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit pendant ton absence, a-t-elle dit, enlevant un fil invisible de ma manche. Je m'occuperai de tout ici. J'ai souri. Je sais que tu le feras. L'idée d'Elisa était simple, leur laisser de l'espace. Les laisser croire que la voie était libre. Ils avaient besoin juste d'assez de liberté pour commettre leur crime sans réaliser que le projecteur était déjà allumé. Alors, je suis parti. J'ai pris une chambre dans un hôtel à 2 comtés de là, je me suis installé dans le centre d'affaires avec un ordinateur portable jetable et une connexion filaire.
Je n'allais pas cligner des yeux pendant cette phase, pas une seule fois. Le premier signal est arrivé à 2h14 du matin. J'étais encore éveillé, regardant le tableau de bord de sécurité de notre fournisseur de surveillance clignoter en temps réel. Tentative de connexion à ma plateforme bancaire privée depuis mon adresse IP personnelle. Refusée après 3 saisies erronées, puis une deuxième tentative. Puis plus rien. Elle n'était plus prudente. Ou peut-être pensait-elle que j'étais assez loin pour ne pas le remarquer. J'ai envoyé un message à Elisa avec l'horodatage. Au matin, elle avait franchi plusieurs étapes supplémentaires. Vérifie ta boîte de réception, disait son SMS. J'ai attrapé quelque chose. Le document qu'elle avait joint était impeccable. En apparence, un projet de contrat formaté comme n'importe quel autre dossier d'intégration interne, en tête, ligne de signature numérique, même un email d'entreprise factice prêt à être attribué. Titre, partenaire exécutif, TNR Advisory, terme d'alignement stratégique. Le nom sous le titre, Transelis. Le numéro d'enregistrement listé en haut, le mien, mon entreprise, mon entité, mon numéro d'identification fédérale. Déposé par elle. Elle avait utilisé le même numéro d'entreprise sous lequel je m'étais enregistré il y a plus de 10 ans, celui qu'elle m'avait un jour demandé de lui expliquer lors d'un dîner, puis dont elle avait oublié l'existence. Elle l'a déposé comme s'il était à elle de l'offrir. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un surveille le portail de soumission. Mais Elisa avait déjà mis en place un « Shadow Scrapper » sur le système de dépôt de l'État, programmé pour détecter tout téléchargement lié aux données de mon enregistrement. Il l'a signalé en quelques minutes, juste assez longtemps pour que le hachage de la signature soit vérifié. Tran n'avait pas encore signé. Peu importe. L'intention était suffisante. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de SMS. J'ai simplement transféré le projet à notre expert comptable judiciaire. Sujet, tentative de dépôt non autorisée. Veuillez tracer les métadonnées et l'origine IP. Sécuriser une copie du journal. En moins d'une heure, il a répondu, bien reçu. Source confirmée. Les métadonnées du PDF listent le nom de son appareil, horodaté. J'enregistre les copies dans la chaîne d'audit. Il ne se cachait même pas. Il pensait que je m'étais écarté. Il pensait que mon silence signifiait que j'en avais fini. J'ai passé le jour suivant dans la chambre d'hôtel, store baissé, à regarder le piège respirer. Tout ce qu'il touchait était maintenant relié à une alarme silencieuse. Pas le genre qui fait du bruit, mais celui qui fait monter la pression. J'ai commandé le service en chambre et je suis resté assis avec mon ordinateur portable ouvert, regardant en temps réel comment elle accédait au dossier Google Drive partagé que nous avions utilisé pendant notre rénovation il y a des années. Le seul fichier à l'intérieur maintenant était une feuille de calcul intitulée « Informations sur l'entreprise ». Des cellules vides, juste des en-têtes conçues pour tenter. Elle l'a téléchargé. L'appât avait été mordu. Et je n'ai toujours rien dit. De retour à la maison virtuelle, elle a posté une photo joyeuse de notre chien sur sa story, avec la légende « Je tiens le fort pendant qu'il est parti ». Douce, domestique, confiante. Mais en coulisses, elle se préparait à remettre les clés de mon entreprise à un homme qui n'existait pas dans mon monde il y a 5 jours. Il ne planifiait pas seulement une vie. Il la construisait sur un terrain volé. Et je les laissais faire, car ce qui allait suivre n'aurait besoin d'aucune interprétation. Il faudrait des preuves. Et j'y étais presque. L'air était lourd. Ce samedi matin-là, elle est entrée dans la cuisine dans un de ces cardigans doux qu'elle portait pendant les hivers meilleurs. Pieds nus, café à la main, se déplaçant lentement comme une femme qui s'adapte à la paix. J'étais déjà à table, le dossier Manille posé entre nous comme un traité de paix écrit en mensonges minuscules. J'ai réfléchi, ai-je dit doucement, les yeux fixés sur le plan de travail. Tu as raison. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Elle a cligné des yeux, prudente. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fini de me battre. Tu peux prendre ce dont tu as besoin. Je veux juste passer à autre chose avec la conscience tranquille. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a juste tendu la main vers le dossier. À l'intérieur, une liste imprimée de nos actifs, comptes, biens immobiliers, branches d'activité, chiffres de la retraite, tout était soigneusement détaillé. Sauf une chose.
la clause de propriété intellectuelle enfouie dans l'accord de licence original qui régissait chaque produit et contrat de mon cabinet de conseil avait disparu. Oubliée, pas effacée, juste absente. Je l'avais rédigée moi-même des années auparavant. Clause 4.7c. Un petit paragraphe létal qui rendait juridiquement impossible le transfert de toute partie de la propriété intellectuelle ou des marques de l'entreprise sans un double consentement et une vérification du signataire original. En clair, même si elle essayait de le céder, ça ne tiendrait pas. Mais ce jour-là, elle ne l'a pas cherché. Elle a parcouru les pages, hochant la tête comme si elle comptait ses gains. Quand elle est arrivée à la fin, elle a levé les yeux avec ce ton doux et condescendant qu'elle utilisait toujours quand elle pensait être au-dessus de moi. « Tu es vraiment mature à ce sujet ?» a-t-elle dit. « Ça compte beaucoup. » J'ai juste hoché la tête comme un homme fatigué qui lâche prise. Elle s'est penchée, m'a serré dans ses bras. « Je t'apprécie » a-t-elle murmuré, la main sur mon épaule. « Merci de comprendre. » Je n'ai rien dit. Laissez-la croire qu'elle avait gagné. Cette nuit-là, 22h17, son ordinateur portable a émis un signal. J'étais dans la chambre d'amis, faisant semblant de dormir, quand l'alerte est arrivée via le marqueur de sécurité qu'Elisa avait mis en place sur les événements de données sortantes liés à mon domaine de conseil. Le fichier, résumé-actif-final.pdf. Le destinataire, trend.elise@stnradvisory.com. Elle l'avait envoyé. L'appât entier, sans les clauses, comme si c'était parole d'évangile. J'ai ouvert mon ordinateur portable dans le noir et j'ai regardé le marqueur en temps réel s'allumer comme un sapin de Noël. Son appareil, son réseau, sa signature sur l'email. Envoyé sans hésitation. Pas de cryptage, pas d'hésitation. Tran a répondu 9 minutes plus tard. Ça a l'air solide. Je prépare les documents de transfert. Ils comptaient déjà leurs jetons. Elisa m'a envoyé un seul SMS. Elle vient de signer sa propre mise en accusation. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis dans le silence et l'ai laissé s'approfondir. Elle est venue se coucher tard cette nuit-là, marchant sur la pointe des pieds comme si j'étais encore fragile. Elle s'est glissée sous les couvertures doucement, comme une femme qui pensait que la tempête était passée. Peut-être imaginait-elle les prochaines semaines remplies de transferts silencieux, avec moi hochant la tête en signe de défaite alors qu'elle s'en irait plus propre, plus libre, plus riche. Mais chaque élément de cette liste qu'elle avait envoyée était faux. Les chiffres étaient approximatifs, mais la structure était une fiction. Les entités dont elle pensait hériter étaient isolées. Les comptes qu'elle supposait être partagés avaient déjà été redirigés, et la propriété intellectuelle qu'elle venait de promettre à Tran ne lui appartenait pas, pas même une fraction. Elle s'est blottie, le dos tourné vers moi, le téléphone brillant encore sous les draps, tapant quelque chose, probablement à lui. Je m'en fichais. Car maintenant, je ne posais plus de piège. Je tenais la ficelle, attendant la dernière traction. Et quand elle viendrait, il n'y aurait pas de son, juste des conséquences. Elle pensait que j'étais mature. Elle pensait que je laissais tomber. Ce que je faisais vraiment, c'était la laisser construire elle-même son propre échafaud. Le trajet en ascenseur jusqu'au 12e étage m'a semblé plus long que d'habitude. Pas à cause de l'attente, mais à cause de ce que je savais déjà que j'allais trouver. L'immeuble était calme, encore dans sa brume du lundi, assez tôt pour que seuls les employés fiers d'être en avance soient présents. Des gens comme mon assistante, Dana, des gens comme la version de moi que j'étais avant tout ça. Les portes se sont ouvertes. Je suis sorti. Mes talons claquaient légèrement sur le sol poli. L'odeur de café trop infusé et de toner d'imprimante se mêlait à celle du nettoyant aux agrumes. Le logo de notre cabinet brillait en argent sur le mur de verre dépoli en face. C'était toujours le mien, chaque centimètre carré. J'ai atteint la porte principale, l'ai poussée et je suis entré sans m'arrêter. Et il était là, Tran Ellis, assis dans mon fauteuil, à mon bureau, portant un costume bleu marine neuf qui avait encore la raideur des grands magasins. Ses jambes étaient croisées comme s'il était chez lui. Il a eu l'audace de me regarder comme si j'étais en avance à mon propre enterrement. « Bonjour », a-t-il dit avec un sourire paresseux, la main toujours sur ma souris. Je n'ai pas répondu. Dana a levé les yeux de son poste, les sourcils froncés tandis que son regard passait de lui à moi. « Il est avec vous » a-t-elle demandé. Je me suis tourné vers elle, calme, silencieux,
puis je lui ai tendu une enveloppe scellée de mon sac. Elle l'a ouverte rapidement, ses yeux parcourant la première ligne. Licenciement immédiat du personnel non autorisé. Verrouillage de sécurité complet. Prise d'effet immédiate. Notification aux forces de l'ordre. Tentative de fraude à l'identité. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Puis elle a hoché la tête. Compris. Prévenez la sécurité de l'immeuble, ai-je dit. Escortez-le dehors. Aucun accès. Ni maintenant, ni jamais. Dana s'est levée avec une rapidité que je ne lui avais pas vue depuis des semaines. Elle a disparu au coin du couloir, déjà en train de téléphoner. Tran s'est levé à moitié, ne sachant s'il devait prendre la pause ou supplier. Il a eu un demi-rire, comme si tout cela n'était qu'un malentendu. D'accord, attendez. Parlons comme des adultes. Non, ai-je dit, juste ce mot. Sec, sans appel. Il a réessayé, écartant les mains comme s'il était en réunion de vente. Écoutez, je pense que vous vous faites une fausse idée. Votre femme. Point n'est plus impliqué dans cette entreprise. La phrase l'a arrêté net, en pleine pensée. J'ai regardé la prise de conscience se dessiner sur son visage, lente et amère. 2 agents de sécurité sont entrés quelques instants plus tard. Je n'ai pas haussé la voix, pas pointé du doigt, je l'ai juste regardé et j'ai hoché la tête une fois. Escortez-le, a dit Dana, tenant la porte en verre ouverte. Tran s'est retourné alors qu'il l'encadrait, essayant de sauver quelque chose avec bravade. Vous faites une erreur, a-t-il dit. Elle n'est pas autorisée à dire quoi que ce soit. Votre femme n'est autorisée à rien dire, ai-je coupé. Pas ici. Plus maintenant. Ils l'ont emmené sans force. Juste une insistance silencieuse. Son café était encore chaud sur le bureau. Il ne l'a pas pris. Je me suis retourné vers Dana. Mettez Elisa en ligne. Je veux que ses identifiants soient purgés de tout. Accès au conseil d'administration, fichier, alias de mail. Suppression complète. Elle avait déjà son casque sur les oreilles. Reçu. 37 minutes plus tard, son nom avait disparu du portail du personnel. À la fin de la journée, chaque document qu'elle avait jamais touché était étiqueté, examiné et reclassé dans les journaux d'enquête interne. Notre conseiller juridique interne avait déjà été informé. Elisa s'en était occupée avant le déjeuner. Ces mots, ils ont joué à la marchande avec votre empire. Maintenant, ils peuvent aller jouer à la faillite. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté tard au bureau, arpentant les étages, allumant les lumières dans des pièces qui étaient restées sombres pendant des semaines. Mon reflet me suivait dans le verre. Plus vieux peut-être, mais plus clair maintenant. Elle avait essayé de voler la coquille de ma vie, sans réaliser que j'avais déjà fortifié le noyau. Tran avait porté un costume comme s'il était à sa place. Maintenant, il n'avait sa place nulle part. Et elle? Elle était sur le point de découvrir ce que cela signifiait de construire son avenir sur la fraude. J'ai laissé les lumières allumées en sortant. Non pas pour gaspiller de l'énergie, mais pour lui rappeler, quand elle viendrait chercher, que j'étais toujours là. Et cette fois, je n'étais pas seul. J'avais la loi, les preuves, le pouvoir. Et elle? Elle avait un homme qui n'avait même pas fini son café. Elle a franchi la porte d'entrée comme une vague brisant du verre. Ses sacs se balançaient encore à son épaule, ses clés frappant la console trop fort. Son visage était rouge. Pas de froid, mais de cette panique qui n'apparaît que lorsque l'illusion se brise. Elle n'a pas pris la peine de faire semblant cette fois. Tu nous as tendu une embuscade, a-t-elle lancé, laissant tomber le masque comme s'il pesait trop lourd. À ton bureau? Tu as perdu la tête? Je n'ai pas bronché. J'étais déjà assis à la table de la cuisine, un dossier soigneusement posé devant moi. Pas de vin, pas de distraction, juste des faits attendant d'être vus. Assieds-toi, ai-je dit doucement. Elle n'a pas bougé, me fixant simplement. Les bras croisés sur sa poitrine comme si elle pouvait encore protéger quelque chose. J'ai ouvert le dossier et je l'ai tourné vers elle. Sur le dessus, des journaux d'appels imprimés, les siens, les signaux des antennes relais correspondant à la nuit où je l'avais entendu dans la cuisine, jusqu'à l'horodatage. Ensuite, une feuille de calcul avec un code couleur montrant les exportations de données de notre disque partagé,
toutes tracées jusqu'à son appareil. Puis sont venues les captures d'écran, ses emails à Tran, avec des objets comme « dernier effort » et « il ne saura rien ». Des pièces jointes qu'elle avait renommées 3 fois avant de les envoyer, les empreintes négligentes de quelqu'un qui pense que nettoyer signifie supprimer. Puis le projet d'accord, le faux, nommant Tran partenaire exécutif, utilisant l'enregistrement de mon entreprise, falsifié dans son propre éditeur PDF. Suivi du vrai, préparé par moi, daté, déposé, légalement reconnu. Son nom totalement absent. Elle n'avait aucun statut, aucune propriété, aucun levier. Juste une piste. Tout en bas, imprimé proprement et centré, se trouvait la clause 14C du contrat de mariage qu'elle avait signé 8 ans auparavant, devant son propre cousin qui l'avait notarié comme une faveur. Toute tentative de fausse déclaration ou de détournement d'actifs partagés entraîne la renonciation immédiate à toutes les prétentions matrimoniales, y compris, mais sans s'illimiter, les biens, les revenus, les capitaux propres et les avoirs partagés. Elle a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis sa mâchoire s'est crispée comme si elle essayait de mâcher du verre en gardant le sourire. C'est une embuscade. Tu as tout planifié. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit. Tu n'as simplement pas lu les petits caractères. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers le dossier, comme si toucher la vérité pouvait lui faire gagner quelques secondes pour la réarranger. Puis est venue la question que j'attendais. Tu as tout enregistré. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai pris dans le tiroir à côté de moi la petite clé USB noire mat et je l'ai posée délicatement à côté du dossier. Elle l'a fixée comme si elle pouvait lui brûler les doigts. À l'intérieur de cette clé, une piste d'audit complète. Pas de logiciel espion, pas de surveillance. Juste des données. Ses propres documents, sa propre correspondance, ses propres démarches. Compilées et mises en miroir dans le cadre des sauvegardes de conformité automatique de l'entreprise. Rien d'illégal, rien de piraté. Tu as parlé dans mon dos, ai-je dit doucement. J'ai juste écouté. La fissure s'est produite lentement. Pas un cri, pas un sanglot, juste l'érosion de la certitude. Sa posture s'est effondrée en premier, puis ses mains sont tombées sur ses genoux comme si elles avaient oublié comment tenir quoi que ce soit d'utile. Elle a ouvert la bouche 1 fois. Rien n'en est sorti. La refermée. J'ai quitté la pièce. Non par cruauté, mais parce que tout ce qui devait être dit avait déjà été tapé, envoyé, signé. Et elle avait signé la plupart de ces choses elle-même. Le palais de justice était froid de cette manière que seuls les bâtiments gouvernementaux parviennent à être stériles et suréclairés, avec des chaises boulonnées au sol et tout ce qui résonne légèrement. Je suis arrivé en avance. Elisa était déjà là, habillée comme un scalpel. Elle m'a remis les 2 classeurs sans cérémonie. L'un était étiqueté en caractères propres, dépôt standard. À l'intérieur, notre certificat de mariage, les documents financiers de base, la preuve de séparation, les requêtes habituelles. L'autre, un classeur bleu foncé, épais et indexé, documentation de fraude. Celui-là avait du poids. Nous ne nous sommes pas assis dans la salle d'attente, nous sommes restés tranquillement près du guichet du greffier pendant qu'elle triait les premières pages. Elle a jeté un seul regard indéchiffrable en voyant le 2e classeur, puis a appelé l'assistant du juge. Les choses ont bougé plus vite après ça. Son avocat est arrivé en retard, légèrement rouge, la cravate de travers. Il a parcouru les pages de garde, feuilletant avec une inquiétude croissante. Quand il a levé les yeux, son visage implorait déjà la pitié. « Je pense que nous pouvons régler cela à l'amiable », a-t-il dit trop vite. Ma cliente est ouverte à une répartition équitable. Nous aimerions commencer par un partage égal des actifs liquides, puis discuter. Elisa l'a coupé. Calme, chirurgical. La clause 14 s'applique. Juste ça. Sa bouche est restée ouverte, mais les mots ont cessé de se former. Il a baissé les yeux sur le classeur à nouveau, puis sur moi. Je n'ai pas cligné des yeux. Pas bronché. J'ai juste attendu. Il n'y a pas eu de contre-offre. Que pouvait-il offrir qui n'avait pas déjà été annulé? Pas de règlement, pas de pension alimentaire, aucune prétention sur mon entreprise, protégée par la clause de licence et la fiducie. La maison avait été transférée proprement des semaines auparavant. Service public, acte de propriété, base fiscale, tout avait été réattribué.
Ce dont elle pensait me déposséder en me manipulant n'existait plus légalement comme propriété partagée. Ils se sont retirés dans une pièce voisine après ça. Je n'ai pas suivi. 15 minutes se sont écoulées. Elisa sirotait son thé comme si c'était un dimanche matin. Calme, posée. Puis l'assistant nous a rappelés. Elle était déjà assise à la table, un stylo à la main. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens. Elle n'a pas parlé. Elle a juste signé. Sa main a tremblé sur la dernière page, le stylo traînant légèrement là où son nom se terminait. Je ne lui ai rien pris qui n'était pas déjà à moi. Pas de cri, pas de jubilation. Seulement une conclusion. Quand nous sommes ressortis, le soleil du matin avait commencé à percer les nuages. Je n'avais pas remarqué le temps qu'il faisait en arrivant. Maintenant, il semblait plus clair. Elisa s'est tournée vers moi. C'est fini. J'ai hoché la tête une fois. Non, ai-je dit. C'est fait. Mais ce n'est pas fini. Pas pour elle. Elle n'a rien dit et n'en avait pas besoin. Parce que certaines fins sont nettes sur le papier. Mais les vraies conséquences, elles commencent en silence. Le camion a reculé dans l'allée juste après 9 heures. Pas de bip, pas de précipitation. Juste le rythme lent et exercé de ceux qui font souvent ce genre de travail. Emballer ce qui reste, l'emporter, ne pas poser de questions. Les déménageurs n'ont pas frappé. Ils avaient une liste. Sa liste. Elle est restée dans la voiture tout le temps. Siège passager, ceinture bouclée, fenêtre à moitié baissée. Je me tenais sur le seuil, non pour la saluer, non pour dire quoi que ce soit, juste pour être témoin. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Des mèches folles s'accrochaient à sa joue dans la brise. Elle regardait droit devant elle, comme si en ne tournant pas la tête, rien de tout cela ne serait réel. Elle n'a pas fait de signe de la main. Moi non plus. Les déménageurs étaient polis, efficaces. Ils n'ont pas pris grand-chose. Des vêtements, quelques cartons de livres, des œuvres d'art encadrées qui n'avaient jamais rien signifié pour moi. Rien qui comptait. La maison semblait déjà plus propre, plus légère. Quand ils ont terminé, l'un d'eux m'a tendu un presse-papier, m'a demandé une signature rapide. Je l'ai donné sans lire. Les cartons étaient les siens. Qu'elle les prenne. Qu'elle recommence à zéro. Elle n'est pas sortie de la voiture, a juste baissé la fenêtre d'1 centimètre de plus et a hoché la tête vers la boîte à gants. Il y a quelque chose là-dedans, a-t-elle dit. Sa voix m'est à peine parvenue. Tu comprendras. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu que le moteur démarre. Les pneus ont roulé en arrière sur le gravier et l'arrière du camion a disparu au tournant. C'est seulement alors que je me suis approché. La boîte à gants s'est ouverte avec une douce résistance. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Mon nom écrit sur le devant, avec son ancienne écriture, celle qu'elle utilisait avant que tout ne devienne acéré. Je suis resté dans l'allée, le soleil chaud dans mon dos, et je l'ai ouverte. D'abord, un chèque. Daté, signé, et d'un montant précis, 8 362,12 $. La somme qu'elle m'avait prêtée une fois quand j'étais entre deux contrats, à l'époque où nous construisions quelque chose en quoi nous prétendions tous les deux croire. Elle ne m'avait jamais laissé oublier ce chiffre. Maintenant, elle le voulait en retour, sous forme de conclusion. Ensuite, une impression. Un email d'elle à Tran. J'ai reconnu l'objet instantanément. Il a toujours la même routine matinale ennuyeuse. J'ai relu ces mots, lentement. Les passages où elle se moquait de la façon dont je pliais le torchon, dont je chronométrais mon café, dont je vérifiais la boîte aux lettres à la même heure chaque jour. Elle avait appelé ça robotique. Il avait répondu, au moins, les robots n'intendent pas de procès. Et sous ces pages, une seule ligne manuscrite sur du papier à lettres déchirées. Tu avais raison. Je ne l'ai pas vu venir. Pas de signature, pas d'excuse. Juste ça. J'ai replié l'enveloppe et je l'ai remise là où je l'avais trouvée. J'ai laissé la boîte à gants ouverte. Puis je suis rentré à l'intérieur. Les pièces étaient calmes. Pas d'écho de ses pas. Pas d'odeur de son parfum flottant dans le couloir. Juste moi. Le bourdonnement du réfrigérateur. Le tic-tac de la vieille horloge murale qu'elle détestait. Je suis resté là un instant, laissant le silence s'installer.
Seul, oui, mais pas vide, pas perdu. Libre, dans le sens le plus pur du terme. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai verrouillé la porte, non par peur, mais par tranquillité.